Bonjour à tous, nous voici à Arles où les éditions Actes Sud sont installées maintenant depuis plus de 40 ans en présence de 6 éditeurs de différentes branches de la maison mais qui sont aujourd'hui réunis par une thématique commune qui est celle de la nature et de l'environnement. Un socle donc commun qui, on le verra, fait partie depuis sa création de l'ADN de la maison créée par Hubert Nissen. Anne-Sylvie Bameul, bonjour. Vous êtes directrice du département Art, Nature et Société chez Actes Sud. Pouvez-vous revenir sur l'histoire de la maison et ses liens avec la thématique qui s'impose dans le catalogue général d'Actes Sud finalement? En fait, quand Hubert vient s'installer au Paradou en 1978, qu'il décide de créer cette maison d'édition, à l'initiale, le projet, effectivement, portait essentiellement sur la cartographie, avec l'idée de représenter le territoire dans toute sa complexité, qu'elle soit économique, sociale, démographique, naturaliste et botaniste. Et c'est pour ça que ACT, en fait, signifie atelier de cartographie thématique et statistique. Ainsi, c'est vrai que les premiers ouvrages qui ont été publiés portaient déjà sur une analyse, on va dire, du territoire. C'était essentiellement sur la vie, la condition des femmes dans le monde paysan, il était question d'urbanisme. Et par exemple, cet ouvrage de Bernard Picon, L'espace et le temps en Camargue, qui a été publié pour la première fois en 1978, republié en 1988 dans le cadre d'une deuxième édition réactualisée à l'occasion des 10 ans d'Actes Sud. Et j'étais très heureuse de travailler sur la dernière édition, donc c'est la 4e, toujours sur ce même sujet, parce qu'en fait, on est effectivement dans un territoire qui est spécifique, celui de la Camargue, de fait qui est soumis à de nombreuses évolutions. Et l'idée était de rendre compte à travers cet ouvrage à la fois comment des hommes habitent un territoire et comment son évolution, ces transformations de société aussi, vont impacter finalement cette habitabilité. Et finalement, à travers cette ligne éditoriale telle que Hubert l'a lancée, on retrouve finalement les ferments de tout ce que nous développons depuis l'origine, et ce qui fait qu'aujourd'hui Actes Sud peut être légitimement considéré comme pionnier, parce qu'effectivement ça fait plus de 40 ans que nous publions sur ces thématiques. Il s'avère qu'en 83, les éditions Actes Sud quittent le Paradou pour venir s'installer à Arles. Et sur ce site même, là où nous sommes, qui était en fait l'ancienne laiterie de notre famille, ce site Jean-Paul Capitani avait le souhait de le transformer en centre culturel. Ça deviendra effectivement le premier centre culturel privé en France qui a accueilli 3 salles de cinéma, un restaurant et une librairie. Et c'est en voulant créer cette librairie qu'il a rencontré Hubert Nissen, Françoise Nissen, et que, on va dire, Actes Sud est venu s'implanter à Arles, et on a créé ce lieu-dit Le Méjean, et qui devient finalement le symbole de l'écosystème dans lequel Actes Sud a voulu se développer. Et parce que, comme en 78, créer une maison d'édition en province, ça relevait de la folie, de l'irréalisme, de tout plein de choses qui ont pu être dites à l'époque. Et force est de constater que c'était quand même une bonne idée, voire une très bonne idée. Et en fait, Actes Sud a mis, l'équipe dirigeante, que ce soit Françoise, Jean-Paul, Hubert et Bertrand, ont mis l'accueil et l'hospitalité au cœur même de leur projet éditorial. Et finalement, certes, on n'était pas à Paris, on n'était pas dans le 6e arrondissement, mais on avait certains arguments pour faire venir à nous, en fait, les auteurs. Et c'est comme ça qu'il y a même eu un restaurant sur la terrasse de ce même immeuble qui s'appelait L'Agneau sur le toit, et qui effectivement a permis d'accueillir Paul Auster et bien d'autres auteurs, mais qui d'un coup ont trouvé dans cette petite maison d'édition de province un charme tout particulier, et c'est ce qu'on essaye de déployer, je dirais, depuis toutes ces années. Depuis, l'écosystème s'est enrichi, parce que, donc, effectivement, à ce centre culturel, il y a un espace d'exposition, de concert également, est venu s'ajouter, depuis ces dernières années, une école, l'école Domaine du possible, une université, une ferme, qui a vocation de travailler sur la place du vivant au cœur même de notre société, comment des fermes en agroécologie peuvent se développer sur des grandes surfaces. Et donc c'est toutes ces questions finalement qui d'un coup s'incarnent à travers ces différents lieux. Et c'est aussi, le catalogue Actes Sud, c'est aussi de grands noms. Je vais revenir un peu en arrière, dans le sens où
quand Jean-Paul Capitani rejoint les éditions Actes Sud, il faut avoir en tête que lui est ingénieur agronome, est éleveur de moutons, éleveur de chevaux, il fait du vin en biologie, du vin biologique, ce qui à l'époque est pareil, un peu incongru, en tout cas n'est pas valorisé naturellement économiquement, il n'y a pas du tout de communication autour du bio tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Donc pour lui, c'est un véritable engagement parce qu'il s'est aperçu qu'en fait, dans ses études d'agronomie, on parlait essentiellement de chimie, d'intrants, de productivité, etc. Et que l'étude même du vivant avait disparu de cette formation. Ça se confirme encore aujourd'hui grandement, même si les choses évoluent. Et c'est pour ça qu'assez rapidement, il a voulu... Il a perçu comme nécessaire le fait de rééditer des grands noms de l'agronomie. Et c'est comme ça qu'il a créé cette bibliothèque agronomique, en fait, où il a pu republier les essais, l'intégralité des textes d'Olivier de Serres, ceux de Jean-Baptiste de la Quintinine, récemment Ehrenfried Pfeffer. Et parce qu'à un moment donné, il faut repartir. Enfin, le fait d'aller au texte d'origine, à la réflexion profonde, permet justement un cheminement vers le fait de rendre accessible cette complexité. Et puis, donc, dans ce souci de faire connaître ce monde végétal, en fait, qui est quand même principal, il a initié, donc à partir du nom d'un roman du Bernissen, Le nom de l'arbre, il a initié cette collection, petite collection assez atypique dans ce petit format 10-19 d'Actes Sud, tellement caractéristique. Et en fait, ce sont des portraits d'arbres qu'il va faire écrire, des dessins aussi, qui vont venir à la fois raconter la spécificité de chaque arbre, mais également sa symbolique, la place qu'il prend dans, par exemple, au sein du calendrier celtique, chaque personne, selon sa date de naissance, a un arbre tutélaire. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la collection du nom de l'arbre est toujours aussi vivante. On ne cesse pas de l'enrichir, parce qu'on a quand même fait le tour d'un certain nombre d'arbres, mais il n'empêche elle est toujours bien vivante et bien présente en librairie, et on est bien heureux. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler des piliers de la collection ? On a publié ces grands textes historiques de l'agronomie, mais à travers cet élan donné dans la publication, des rencontres, là aussi, extrêmement importantes, ont permis à Jean-Paul Capitani de devenir l'éditeur de Francis Allais, donc naturellement avec le plaidoyer pour l'arbre et toute son immense connaissance du monde végétal et toute son approche de la forêt. Le dernier en date, c'est pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest, mais c'est vraiment une connaissance profonde en fait du végétal. Et une nécessité aussi de publier, et en parlant de Francis Allais, parce qu'il m'a fait réaliser il y a peu que depuis 1991, la botanique n'est plus enseignée dans l'enseignement supérieur, et comme si on connaissait tout du végétal, alors que c'est un monde non pas infini, mais bon, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà, donc Francis Allais constitue naturellement un auteur de référence chez Actes Sud depuis maintenant bien fort longtemps. Pierre Liotagui, également ethnobotaniste, qui a publié ce livre merveilleux qui s'appelle La plante campagne, et une ethnobotanique de la Méditerranée, et qui va justement rentrer dans le détail de ce qu'est la plante, de ce qu'elle habite, d'où elle est, de son territoire, comment elle va se développer, et finalement comment on vit avec ces plantes. On a dernièrement, donc je dirais cette exploration se poursuit, dernièrement avec Marc-André Sellos, dont on a publié 3 ouvrages, et puis Ernst Zürcher, Les arbres entre visibles et invisibles. La particularité de ces 4 immenses personnages, je dirais, immenses auteurs, parce qu'en plus ils ont une plume, tous autant qu'ils sont, et c'est d'avoir cette capacité non pas à rester dans un domaine précis qui rendrait leurs écrits potentiellement un peu étroits ou en tout cas abscons, mais c'est à chaque fois d'avoir une vision extrêmement large de leur sujet et finalement permettre à travers cette agilité qu'ils ont dans leur façon de concevoir leur thématique, rendre accessible à tout un chacun l'immense complexité du monde végétal. Et en ça, chacun de leurs livres est vraiment un voyage unique qui permet justement cette sédimentation du savoir. Et finalement, c'est avec eux, depuis 44 ans, qu'on avance aussi sur notre connaissance, véritablement, pas à pas. On voit bien que c'est
le monde vivant n'est pas un monde fini, il ne cesse d'évoluer en fonction de son contexte. Et c'est ce sur quoi on essaye de travailler avec eux pour que cette connaissance vienne trouver refuge en quelque sorte dans les livres et puisse être largement diffusée en librairie. Mais c'est vrai que ces quatre auteurs ont contribué justement à rendre la botanique, les livres sur la nature, extrêmement désirables, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est des voyages incroyables auxquels ils nous invitent de façon systématique. Vous éditez également un format revue, les carnets du paysage. Exactement, comme ce que je souligne depuis le départ, c'est qu'en fait, Actes Sud aime les histoires longues, très longues. Et il s'avère qu'avec l'École nationale supérieure du paysage, nous publions depuis maintenant un certain nombre d'années une revue qui s'appelle Les carnets du paysage, qui ont évolué juste dernièrement, en 2021, dans une formule, on va dire, un peu plus rassemblée, un peu plus, peut-être plus adaptée au lectorat d'aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que c'est et je suis extrêmement heureuse que cette revue continue à exister aujourd'hui, parce qu'en fait, quand on pense le paysage, on est exactement au cœur de tout ce qu'on raconte, avec tous nos livres. Parce que le paysage, c'est à la fois ce qu'on peut observer, ce que l'on observe, ce que l'on produit, ce que l'on réalise, c'est l'impact de l'homme, mais naturellement ça a un impact sur l'homme, et c'est cette espèce de miroir en fait, face auquel on se trouve. Et finalement, quand on parle de paysage, et si on regarde l'ensemble des numéros de la revue qui ont été édités, on parle de santé, on parle d'énergie, on parle de musique, on parle de dessin, on va parler d'archéologie, on parle de 1000 sujets. En fait, ça concentre autour de cette thématique je dirais, toutes les sciences du savoir telles qu'elles peuvent exister. Et ça rend cette revue absolument phénoménale. Alors je sais qu'en librairie, le monde des revues n'est pas forcément le monde le plus simple à promouvoir. Toutefois, voilà, je pense que c'est aussi un défi qu'on s'est lancé avec l'École nationale supérieure du paysage, que de surtout ne pas lâcher, poursuivre avec acharnement et conviction ces éditions. Et il faut reconnaître que la dernière formule semble effectivement répondre à un certain nombre de préoccupations, en tout cas répondre à des demandes, et ce qui lui assure déjà un succès encore plus grand que ce qu'elle avait jusqu'à présent. Et cette nouvelle formule donc, que vous avez créée en 2021, l'année dernière, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau justement? Alors, dans chaque revue, il y avait chaque fois un dossier. Et autour de ce dossier, pas mal de sujets, pas mal de recensions, d'ouvrages, etc. On va dire, toutes les formules y sont, mais on a recentré autour d'un dossier. La revue en tant que telle est un peu moins volumineuse, ce qui a permis aussi de baisser le prix, parce qu'on sait aussi que c'est une revue qui est destinée aux étudiants, et donc avoir une revue au-delà de 20 €, c'était quand même compliqué. Donc on en fait dorénavant 2 par an. Et elle est passée à 19 €. Et voilà, et on essaye, tout en maintenant, je dirais, la qualité dans l'écrit, dans le traitement des sujets, faire en sorte qu'elle devienne justement plus accessible aujourd'hui. Il y a ce sens aussi chez Actes Sud très fort, ce sens de l'engagement, qu'on retrouve notamment dans la collection Le Demain des possibles. Cette histoire, je dirais, s'inscrit dans le prolongement, comme je disais, de ces rencontres avec Francis Allais, Pierre Vesagui. En fait, on est là aussi, on va suivre l'évolution de notre société. Il y a 15 ans, quand Jean-Paul rencontre Pierre Rabhi, il faut reconnaître que d'un coup, le vivant prend une autre stature. La candidature à la présidentielle de Pierre Rabhi est là justement pour mettre en lumière à un moment donné la problématique qui se pose à notre planète, à la surexploitation que l'on en fait, et finalement ce monde fini dans lequel on est en train de se déployer. Et naturellement, cette approche-là entraîne un certain nombre de dérèglements. Et finalement, avec cette rencontre avec Pierre Rabhi, puis suivra celle avec Cyril Dion, on a changé en fait de discours. Et je pense que ce qui caractérise le schéma éditorial d'Actes Sud dans cette ligne nature, et qu'on a complété nature et société, c'est parce que justement depuis les origines, on est dans le questionnement finalement de la place de la nature dans notre société. Donc certes, c'est des jardins, on a publié aussi Olivier Philippi, mais quand on parle jardin, on ne va pas parler uniquement des
techniques, je dirais, pour agrémenter un jardin, mais justement, comment on arrive à conduire un jardin sans arrosage, quelles sont les alternatives que l'on peut, les alternatives au gazon. Donc on est déjà dans cette logique de se questionner finalement sur notre relation au vivant et la relation de la société au vivant. Et donc, quand Pierre Rabhi nous propose Manifeste pour la Terre et l'humanisme, on est effectivement d'un coup dans quelque chose, comme l'indique le titre, qui se pose en manifeste. On est d'un coup dans ce besoin de dire les choses avec un peu plus encore d'énergie, de force, de conviction. Et donc, on connaît l'histoire éditoriale d'Actes Sud avec Pierre Rabhi, le dernier ouvrage qu'on a pu publier avec lui en 2021, c'était La tristesse de Gaïa, qui était vraiment son testament, dans lequel il a tricoté entre l'émerveillement, qui a toujours été ce qui l'a animé, et en même temps le constat que les choses évoluent, certes, mais n'évoluent pas aussi rapidement que l'on aimerait, et donc laisser malgré tout poindre un petit peu de tristesse. Mais malgré tout, quand on reprend l'ensemble de ces ouvrages, c'est malgré tout un message extrêmement, je ne sais pas si le mot optimiste est celui qu'on devrait utiliser, en revanche, quelque chose de positif et où l'homme justement a beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacité d'agir, et à chaque fois, c'est ça qu'on a essayé de mettre en lumière. Et en fait, quand Cyril Dion commence à travailler sur son film Demain, justement, il a été activiste, il a participé à des ONG, etc. Il est face à une situation où il s'aperçoit que finalement, être dans l'opposition ne permet pas tout à fait de transformer les consciences. Et donc, il est à ce moment où ce questionnement l'amène à se dire que le fait de rencontrer, là encore, des gens qui ont décidé de faire différemment, de ne pas se laisser compter, on va dire, la marche à suivre, mais par contre de suivre une intuition, de suivre leur connaissance. Et finalement, c'est comme ça que naît son film Demain, et c'est comme ça que naît en parallèle la collection du domaine du possible. C'est vrai qu'à ce moment-là, il faut avoir en tête que dans les rayons sciences humaines, la plupart des ouvrages quand même font état du fait que l'être humain est quand même une engeance pour cette planète, que tout va s'effondrer, qu'on est à l'aune d'un cataclysme absolu. Et d'un coup, quand on se met dans la peau des enfants qui arrivent à ce moment-là sur cette planète, les pauvres, comment on fait pour les emmener vers un futur souhaitable, quelque chose qui va d'un coup les entraîner, qu'ils aient envie de construire, qu'ils aient envie de penser, de s'inscrire dans ce futur. Et c'est là où cette collection vient, je pense, répondre de façon extrêmement efficace, positive, par ces récits inspirants, à toutes les questions que se posent les gens. Comment on fait, comment on s'oriente dans ce monde qui finalement envoie un nombre de signaux assez déstabilisants. Et en fait, par ces récits de vie, des gens qui Vandana Shiva, Charles Perrine, Hervé Gruyé, Emmanuel Druon, chacun par sa conviction, sa prise de conscience, décide de considérer que oui, c'est possible de faire autrement, et force est de constater qu'ils ont réussi, et raconter ces histoires. L'ensemble des ouvrages du domaine du possible sont des livres dans lesquels on les prend et on sort de là, on est galvanisé, et en même temps on a appris énormément de choses. Et donc c'est tout l'enjeu finalement d'accompagner aussi ces auteurs, cette collection, à travers cette idée de transmettre aussi leur parcours, leur savoir, mais que ça puisse à un moment donné aller toucher juste ce qu'il faut pour qu'un sursaut de désir, d'action et de mouvement. Et justement, au-delà de la transmission, il y a une dimension d'action aussi, de mise en action dans la collection, notamment Je passe à l'acte, qui est une collection récente, donc vous pouvez nous dire deux mots? Absolument, cette collection a 5 ans, et en fait elle arrive au moment où sort le film Demain. On participe avec Cyril à de nombreuses projections, et en fait il se passe quelque chose d'assez stupéfiant, très réjouissant par ailleurs. C'est qu'à la sortie du film, beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, étaient assis à côté comme ça dans la salle de cinéma, en fait se parlent, et on entend poindre un nombre de questions. Ah ouais, moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais par où je commence, comment je démarre, faire pousser un potager sur mon balcon, transformer mon entreprise. Bon, c'est pas simple quand même, une fois qu'on a un objectif, comment je remplis les différentes étapes du projet. Et c'est là où d'un coup naît, sous l'impulsion de Françoise Vernet, la collection Je passe à l'acte,
et qui va être véritablement la petite sœur du domaine du possible, c'est-à-dire on s'appuie sur des gens, les auteurs sont tous des gens qui ont expérimenté ce qu'ils décrivent dans le livre. On a un format qui est très structuré, dans le sens où le sommaire est exactement le même pour chacun, avec l'idée de s'appuyer sur toutes les différentes étapes de la gestion d'un projet. C'est-à-dire de quoi j'ai besoin, de qui je m'entoure, quel équipement, quel projet, les difficultés, les obstacles, et pourquoi je vais continuer malgré tout, tout ce qui peut sembler décourageant ou un frein au développement. Et en fait, là aussi, cette petite collection, c'est 64 pages, à un petit prix, elle a vocation à libérer les énergies, en fait, effectivement, quand vous avez fini ce livre, on n'est pas du tout sur un mode d'emploi, on n'est pas du tout sur un guide pratique, c'est pas étape 1, étape 2, étape 3, parce que ça, c'est un processus qui est souvent stérilisant, c'est-à-dire qu'on obéit à des consignes comme un robot, mais on n'est pas forcément dans la capacité de s'approprier finalement une démarche. Or, tout l'enjeu était de se dire, voilà, chacun va l'adapter à ce qu'il est, chacun a son point de départ, mais en revanche avec un objectif que l'on peut décrire et que l'on peut partager. Donc c'est vraiment toute la dynamique qui est derrière cette collection, qui a aujourd'hui 5 ans, j'ai plus exactement le nombre de types dans la collection, mais il faut reconnaître qu'elle est extrêmement bien accueillie dans un nombre assez particulier de librairies, qui alors certaines le travaillent, certaines ne travaillent pas, mais quand elles le travaillent, il y a véritablement un public, c'est suivi, il y a c'est une collection aussi qui appelle beaucoup d'interventions en librairie, beaucoup d'ateliers, parce que justement, on est dans quelque chose qu'on peut partager. Et donc, que ce soit la collection Domaine du possible et la collection Je passe à l'acte, ce sont souvent des collections qui sont le support d'événements en librairie. Je voudrais juste rendre hommage à la librairie Labyrinthe à Rambouillet, qui a justement créé cet événement, la quinzaine des possibles. Et derrière elle, il y a plein de semaines des possibles qui se sont déployées un peu partout en France, et même jusqu'à Rome. Donc, et dans la foulée, finalement, dans ce sillage, on a créé à Arles un événement qui aura lieu cette année pour la 3e année, la dernière semaine du mois d'août, qui s'appelle Agir pour le vivant. Et là aussi, on retombe sur cette volonté de remettre au cœur de notre projet éditorial la rencontre entre les auteurs et le dialogue qu'on peut initier avec eux. Cet événement est né aussi du désir de certains auteurs de rencontrer. On me disait, en fait, j'ai vu que vous publiez un tel, j'aurais besoin de le rencontrer parce que grâce à lui, je vais pouvoir avancer dans ma recherche. Et ainsi de suite. Et créer un lieu où ils peuvent se rencontrer, tout en partageant avec le public l'état de leur recherche, l'état de leur réflexion. C'est ce qui a créé cet événement Agir pour le vivant et qui connaît un succès assez, pas surprenant, mais stupéfiant plutôt, depuis sa première édition. Et vous, Stéphane Durand, vous avez créé aux éditions Actes Sud la collection Monde Sauvage, qui a révélé de grands auteurs et des auteurs qui sont devenus des auteurs à succès, comme Baptiste Morisot ou Vinciane Després. Comment est née, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'origine de cette collection qui s'impose aujourd'hui chez Actes Sud? Alors elle est née en 2017, comme Je passe à l'acte. Ce sont 2 collections qui sont nées la même année et qui avancent en parallèle, comme ça. C'est vraiment très chouette de les porter comme ça en même temps. Cette collection, elle est née suite à une aventure entre Actes Sud et le cinéaste Jacques Perrin qui tournait un film qui s'appelait Les Saisons, dont j'étais le bras droit, le scénariste, et dont j'ai écrit le livre que Actes Sud a publié. Et lorsque donc le film est sorti, c'était en janvier 2016, accompagné des livres que j'avais écrits et donc publiés par Actes Sud, on a eu voilà, le courant est vraiment très très bien passé entre nous. On a eu envie de poursuivre l'aventure et de ne pas attendre le prochain film de Jacques Perrin. On sait que Jacques Perrin produit des films sur un très très long terme. Et voilà, et sur un bout de table, comme ça, on a mis nos envies, nos souhaits, nos interrogations. Et moi, ce que j'avais en tant que scientifique, et moi, ce qui me manquait dans le paysage éditorial français, francophone à l'époque, c'était ce que je trouvais chez les anglo-saxons et les américains, des scientifiques qui parlent à la première personne et avec toute leur tripes de leur sujet d'étude, de l'animal qu'ils suivent, de l'oiseau, de l'écosystème qu'ils étudient. Et ils osent parler de leurs émotions, de leurs doutes, de leurs enthousiasmes, ce que les scientifiques français avaient un peu, et sont plutôt sur la retenue, c'est pas dans les habitudes.
Et donc, je propose cette ligne éditoriale à Anne-Sylvie et Jean-Paul, et ils ont tout de suite été d'accord. J'avais déjà pas mal identifié des scientifiques qui avaient envie d'oser, de franchir le pas, de raconter des choses à la première personne. Et c'est comme ça que Monde Sauvage est né. Ouais, c'est difficile en effet de traduire une pensée scientifique complexe. C'est un enjeu. C'est aussi l'enjeu de la collection. Oui, tout à fait. C'est pour ça c'est vraiment un travail au quotidien d'accompagnement de ces auteurs. Alors certains écrivent et c'en est leur métier. Hein. Un philosophe comme Baptiste Morisot ou comme Vinciane Després, ouais, ils écrivaient déjà avant que je les rencontre. Mais des gens comme François Sarano, Laurent Tillon, Rémi Marion, Sabrina Krief, c'était pour certains le premier livre. Et voilà, il a fallu leur donner confiance en eux et faire jaillir en eux à la fois l'envie et puis la confiance, et qui se disent ouais, moi je peux raconter une histoire qui est intéressante et qui prend les gens aussi par les tripes, quoi. Je peux vraiment raconter l'histoire d'un chêne depuis 240 ans avec toutes les informations super techniques, de la physiologie, la botanique, mais en même temps avec de l'émotion qui fait que c'est presque un roman d'aventure, quoi, l'histoire de ce chêne, de la forêt de Rambouillet. Donc voilà, il faut voilà, c'est une relation de confiance qui est née qu'on noue en permanence entre nous et ces auteurs, à tel point qu'ils veulent recommencer, et ils réécrivent des livres, et donc il y a une vraie famille, il y a une famille Monde Sauvage qui est née là. L'un des derniers auteurs d'ailleurs qui a publié dans la collection, c'est François Sarano, sur les requins, au nom des requins. Voilà, c'était son deuxième livre dans la collection Monde Sauvage. C'est lui qui a inauguré la collection en octobre 2017, avec son livre Le Retour de Moby Dick sur les cachalots. Et là, il revient avec Au nom des requins. Les cachalots, il les étudie depuis une petite dizaine d'années. Les requins, il plonge avec les requins depuis 50 ans, quoi. Et donc là, c'est 50 ans de plongée avec François dans toutes les mers du monde, auprès des requins. Et alors, il nous bouleverse complètement le point de vue qu'on peut avoir sur le requin. Évidemment, que le cinéma, qu'une certaine littérature, que certaines actualités aussi nous ont un peu formaté, quoi. Voilà, le requin, terrible mangeur d'hommes. Voilà, et en fait, avec François, on découvre un univers, déjà une diversité de requins. Il y a des requins qui sont grands comme ça, d'autres qui font 15 mètres de long. Donc les requins, il y en a qui mangent du plancton, d'autres qui mangent des poissons, des oiseaux, des mammifères marins. Et voilà, il y a une diversité incroyable, et on les découvre avec François, et le livre marche super bien. Il est sorti en février, et il est bien parti. Ouais. Oui, à propos, nous avons un petit film de présentation du livre de François Sarano, Au nom des requins. Pourquoi parler au nom des requins? Parce qu'on les connaît si peu. Il y a tant de malentendus sur eux. Et pourtant, quand on est dans l'eau avec eux, c'est paix, grâce, plénitude. Je me souviens d'une plongée extraordinaire avec une grande femelle requin blanc, 5,50 m, 1,5 tonnes. Et nous étions au large, en plein océan, 200 mètres sous les palmes, le bleu, et elle est arrivée face à moi, sans détour. Et je me suis dit, à un moment donné, elle va avoir peur, elle va partir. Non, elle n'a pas eu peur. Elle m'a accepté. Elle m'a accepté 1 minute sur sa nageoire, juste posée. On était l'un contre l'autre. Quelques centimètres nous séparaient. Mais la distance ne se mesure pas en centimètres. Ça se mesure en confiance à ce moment-là. Et on était bien. J'étais formidablement bien sûr. Elle était rassurée. Et nous avons nagé comme ça, épaule contre nageoire, œil contre œil. C'était un moment de bonheur infini. Voilà pourquoi il faut parler au nom des requins. Parce que c'est tout autre chose que ce qui est raconté dans les médias ou ce qui est colporté.
Avec la vie sauvage, avec les requins en particulier, on ne peut pas tricher. Et ils vous permettent de vous découvrir pleinement et de comprendre que notre rapport au monde sauvage pourrait être infiniment riche de paix et de bonheur. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. Grâce à cette rencontre avec Lady Mystery. C'est une grande femelle requin blanc que j'ai revue plusieurs fois. Une première fois en 2006, une autre fois, elle m'a fait la grâce de revenir. Et 5 ans plus tard, en 2011, nous avons pu nager à nouveau épaule contre nageoire. Il faut raconter ça pour reconnaître les vraies dents de la mer. Elles sont là, tout en paix. Alors justement, la petite sœur de cette collection est arrivée la semaine dernière, Voix de la Terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette Oui, Voix de la Terre. Avec cette deuxième collection, j'ai l'impression de marcher sur deux jambes, hein, parce qu'avec Monde Sauvage, on explore vraiment la diversité des manières d'être vivant. Donc au départ, c'était plutôt axé animaux, et puis finalement, avec Laurent Tillon et Alexis Génie, on explore aussi le domaine des arbres, le domaine végétal. Donc voilà, c'est les vivants non humains explorés avec Monde Sauvage. Et dans cette nouvelle collection, Voix de la Terre, on a vraiment souhaité explorer une autre diversité dont on ne parle pas forcément, en tout cas, il n'y avait pas cette place-là chez Actes Sud, c'est la diversité des manières d'être humain. Voilà, et dans l'actualité qu'on vit aujourd'hui, dans cette époque un peu troublée, où, comme tu le disais tout à l'heure, voilà, on a l'impression que l'homme que les êtres humains sont vraiment à la source de tous les maux. Au final, oui, de quel être humain on parle? En fait, il y a des êtres humains qui vivent très bien en harmonie et en symbiose avec leur environnement, avec tout le vivant qui les entoure. Allons explorer ces cultures-là. Alors on pense au peuple premier, et effectivement les deux premiers titres qui sont sortis la semaine dernière, vont à la rencontre des peuples Yanomami et Kogi qui vivent en Amérique du Sud, mais on va explorer aussi d'autres peuples, d'autres continents, et des choses qui se passent aussi, des manières d'être humains qui sont là au coin de la rue. Ici, il n'y a pas besoin d'aller sur d'autres continents, il y a des choses qui se passent chez nous, au coin de la rue ou dans le village d'à côté, où des gens sont en train de tester, d'inventer des nouvelles manières de vivre qui sont en dehors de tout l'extractivisme, le colonialisme, le capitalisme, enfin tout ce dont on peut entendre parler. Il y a aussi des choses qui s'inventent ici au coin de la rue. Donc voilà, c'est une collection qui va donner la parole à des gens qui étudient ces nouvelles, qui voient émerger toutes ces nouvelles choses, ou carrément donner la parole aux représentants de ces peuples-là, David Kopenawa, qui est un chaman, un grand chaman Yanomami, voilà, il inaugure la collection. Et donc moi je suis très très content de lancer cette collection qui a le même format que Monde Sauvage, donc c'est vraiment le même, on a le même objet en main. C'est Christelle Fontes qui a fait la maquette, et voilà, il y a une très belle identité graphique. On a les couvertures. Oui, ça c'est les couvertures de ceux qui sortiront en septembre. Voilà. Donc les vies autonomes. Voilà, les vies autonomes de Clara Breteau. Alors pour le coup, elle est allée à la rencontre des gens qui inventent des choses en France, sur des habitats légers, des zones à défendre. Tout un parcours, elle traverse la France, c'est ça? Voilà, elle est partie dans une petite camionnette à travers la France, aller à la rencontre des gens qui tentent des choses. Inventent, construisent leur maison, cultivent leur nouveau, voilà, des yourtes, des cabanes, des maisons en terre, des maisons troglodytiques, et qui vivent vraiment avec le vivant et qui sont en train de tisser des nouveaux liens. Et elle a vu émerger une nouvelle culture. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici dont on n'a pas conscience, une nouvelle culture, une nouvelle poésie, une nouvelle façon d'exprimer ce rapport au vivant. Et ça se passe là, ça se passe ici, donc, et ce sera dans ce livre à apparaître en septembre. Et celui-là. Et celui-là, c'est Hélène Colomb, Yuaini, Mémoire d'une femme Jivaro, aussi à apparaître en septembre. Hélène est allée à la rencontre d'une femme qui était la porte-parole des femmes Jivaro,
Donc c'était au Pérou. Malheureusement, elle est aujourd'hui décédée, mais elle raconte la vie de cette femme parce qu'elle a passé des années à la rencontrer, à discuter avec elle, à l'interviewer. Et elle raconte vraiment sa vie. C'est un texte extrêmement touchant où voilà, on comprend comment ce peuple Jivaro s'inscrit dans une symbiose avec la forêt amazonienne, sur les contreforts des Andes au Pérou. Mais il y a aussi tout le rapport que ce peuple-là a eu avec les hommes et les femmes d'origine européenne qui sont arrivés sur leur territoire. Et il y a aussi toute une réflexion sur le rapport qui n'est pas forcément simple entre les femmes et les hommes au sein même de la culture Jivaro. Donc voilà, c'est une manière de voir ce peuple et le rapport avec les Blancs, et aussi à l'intérieur de ce peuple, les questions de genre, les questions des rapports entre les femmes et les hommes, et c'est hyper riche et c'est passionnant. Il y a une forte dimension aussi militante dans tout ce que vous nous dites sur les différentes collections d'Actes Sud. Et justement, les cahiers militants s'adressent aux 15-25 ans. Donc vous ciblez là une jeune génération qui est déjà très engagée, dont on voit manifester dans les rues souvent quand même pour l'environnement et pour la transition écologique. Vous répondez à une demande, en fait, aussi, enfin, je veux dire, qui est manifeste, pour le coup, de la jeunesse avec ses cahiers militants. On espère répondre à cette demande. Une chose est sûre, c'est que quand Cyril Dion travaille sur son deuxième film, Animal, il décide de travailler avec deux jeunes adolescents, Bella et Vipulane, qui ont 16 ans chacun, et qui finalement c'est eux qui vont questionner ces scientifiques sur cette 6e extinction de masse, comprendre comment ça se produit, pourquoi on en est arrivé là, et potentiellement qu'est-ce qu'il serait encore temps de faire. Et finalement, on a travaillé avec eux parce qu'on faisait le Animal qui est sorti en même temps que le film, mais surtout on les a interrogés sur justement l'état aujourd'hui, qu'est-ce que eux, en tant que jeunes de 16 ans, de quoi ils auraient besoin. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir publier? Qu'est-ce qui répondrait à leurs attentes en termes d'écrit? Et c'est vrai que le dialogue qu'on a eu avec Vipulane était assez surprenant, ou en tout cas on pouvait s'y attendre, mais on nous disait, voilà, il y a tous ces jeunes qui sont extrêmement mobilisés, extrêmement engagés, qui sont là les vendredis, qui sont là sur les marches des climats, sauf qu'il y a quand même une problématique, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas parce que c'est vrai que d'avoir un essai de 300 pages, ça demande un certain nombre de préalables. C'est pas forcément quelque chose avec lequel on est à l'aise tout de suite. Ça demande un immense désir à la fois de connaissance, mais l'intuition que le livre va répondre à ces questionnements et va pouvoir assouvir ce désir de connaissance. Et ce lien-là, il faut reconnaître qu'il n'est pas forcément immédiat, où il va se faire peut-être au fil du temps, à travers les études, etc. Mais c'est vrai qu'on voit bien dans la rue, les jeunes qui se mobilisent, ils sont au collège, 14, 15 ans. Là, viennent d'être élus, on vient d'élire, les éco-délégués dans les collèges et les lycées. Ils sont là pour porter en quelque sorte le questionnement sur la responsabilité environnementale, les déchets, etc. C'est eux qui vont porter ces questions. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'école est très peu présente sur ces sujets, alimente extrêmement peu toute cette jeune génération à travers des connaissances. Quand on lit Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, c'est une pensée qui est extrêmement neuve, qui est extrêmement nouvelle, qui vient bousculer nos schémas représentatifs. Et cette pensée-là, on ne peut pas attendre qu'elle soit digérée par je ne sais quelle machine miraculeuse qui ferait que tous les profs enseignent la philosophie de Baptiste Morisot dès le collège aux enfants. Sauf qu'elle est absolument accessible et elle est surtout absolument nécessaire. Et donc, c'est là où on voit bien, on a une problématique. On a des scientifiques, ceux publiés par exemple dans Monde Sauvage. Quand vous lisez le livre de François Sarano sur les cachalots, on n'a pas besoin d'être passionné par les cachalots, toutefois, pour le lire. Mais en revanche, une chose est sûre, c'est que là où il nous emmène et là où on atterrit après la lecture, fait qu'on ne regarde plus jamais le monde animal dans sa globalité et le monde des océans encore moins, avec les yeux qu'on avait auparavant. Et donc, c'est une métamorphose profonde. Et si on veut que on réponde à l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui, quand même, de considérer le vivant avec un tout petit peu plus d'égard et en tout cas
d'imaginer non pas une protection, mais une interaction qui soit positive, parce que c'est bon pour la nature, c'est bon pour nous en fait, et l'homme a un rôle crucial à jouer dans ce déploiement. Et donc c'est là où, de cette discussion avec Bibulane, on a décidé de créer en fait 2 nouvelles collections. Donc le premier, c'est Cahiers militants, et donc qui s'adresse là pour le coup, on va dire effectivement aux jeunes les plus engagés, enfin tous sont très engagés de toute façon, mais on va dire on est fortement porté sur les questions d'écologie. Donc le premier c'était Animal, et le deuxième c'est Basculons, où ces 2 jeunes du collectif La Rage de Vivre, devenu Le Bruit qui court, qui sont allés là aussi à la rencontre de personnes qui ont, des jeunes et des moins jeunes, qui ont fait leur bascule, et donc qui vont raconter en fait cette mécanique de la bascule et tout ce qu'ils en ont retiré. Donc ça c'est les 2 premiers, il y a toute une série aussi qui vont arriver, mais à chaque fois ce sont des jeunes qui écrivent en fait. Et l'autre format, donc encore plus accessible, qui naîtra, on l'espère, en 2023, mais c'est bien parti. L'idée, c'est on est parti du principe que aujourd'hui aussi, cette génération vit dans un monde d'images, et que l'image est un vecteur très important de compréhension en fait et de lecture du monde. Ils ne sont pas du tout alimentés comme on a pu l'être à notre génération, et on est obligé de prendre en compte et en considération l'environnement visuel dans lequel ils évoluent. Et donc en fait, on a fait un exercice un peu particulier. On est parti en fait on a créé un environnement visuel, et dans lequel justement va couler un texte écrit par ces jeunes justement, et là sur des thématiques extrêmement variées. On va parler d'intersectionnalité, on va parler du travail, des migrants, et on va commencer la collection s'appelle La Rage de Vivre, par ce manifeste que ces jeunes qu'on a rencontrés à l'occasion de la première édition d'Agir pour le Vivant, ils ont rédigé une tribune qui avait été publiée à travers notre partenaire média du moment, et cette tribune avait été la plus lue de toutes. Et donc voilà, et c'est ce qui nous a donné aussi, pareil, de discussions avec eux, on voit bien le livre est très présent pour eux, il y a quelque chose, il y a toujours un attrait, mais il y a un premier obstacle, au même titre que pour certains ados, franchir la porte d'une librairie, c'est vraiment se mettre dans un danger extrême, parce qu'ils ont l'impression d'avoir face à eux des gens qui connaissent les bibliothèques de A jusqu'à Z, et qu'ils ont l'impression de ne rien connaître. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour ouvrir des fenêtres, des portes sur tout cet univers de l'écrit, cet univers du livre. On l'a vu à travers tout ce qu'on a dit, qui est extrêmement riche et extrêmement varié. Mais je trouve qu'en tant qu'éditeur, on a aussi la responsabilité de se poser la question de l'accessibilité. Notre souci est l'accessibilité du savoir, mais la question est aussi l'accessibilité des livres. Et comment on donne ce goût du livre, comment on crée cette désirabilité finalement de l'écrit, ce goût de la lecture. C'est aussi des questions qui nous travaillent à longueur de journée, et qu'on essaye de traduire à travers la diversité de nos formats. Naturellement, chez Actes Sud, comme depuis l'origine, l'objet en tant que tel est une préoccupation forte, parce que l'enveloppe du livre, sa couverture, est à la fois un appel et une promesse. Donc c'est comment on arrive à dialoguer avec ces paramètres pour justement essayer de les rendre tous plus accessibles les uns que les autres. Vous publiez également des manuels de référence. Absolument. Comme je l'indiquais, on est très soucieux en fait de la façon de conduire l'agriculture et ses développements les plus récents. Et en fait, on a eu la chance de prendre part à une expérience absolument, on va dire, assez incroyable dans le monde de l'édition d'une manière générale, parce que ça a été salué également. C'est l'expérience Vivre avec la Terre que l'on a publiée, qui a été écrite par Charles et Perrine Hervé-Gruyer. C'est une affaire d'écriture de 7 ans. C'est 2 ans de travail éditorial pour parvenir à cette publication. Et aujourd'hui, un ouvrage qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Donc, c'est vraiment, oui, c'est la Bible de la permaculture, ça c'est indéniable. Mais au-delà de ça, là encore, dans la façon dont l'écrit s'est déployé, on est vraiment dans quelque chose qui se veut extrêmement inspirant. C'est quand même, ils ont partagé à travers ce livre toute leur expérience, leurs réussites, mais aussi leurs échecs, leurs questionnements, c'est-à-dire comment ils en sont venus à associer telle ou telle plante, déployer toute cette connaissance dans cet ouvrage de 3 volumes. Et à l'origine,
de leur, une des inspirations de leur travail en permaculture venait de Eliot Coleman, d'un ouvrage qu'on a publié, une méthode qui s'appelle maraîchage biologique. Et là aussi, on va dire, c'est un des pères fondateurs de la permaculture qui permet justement à la fois de revenir sur les outils, les modes de culture. C'est vraiment, en fait, plus qu'une technique, là aussi, on est vraiment dans un esprit, dans une façon d'accompagner le vivant, son déploiement et son exploitation, parce qu'on est clairement sur des exploitations agricoles, elles produisent, l'objectif c'est de nourrir, c'est de vendre, mais on peut le faire avec un souci de régénérer les sols, d'être dans une logique de déploiement de la biodiversité, plutôt qu'un appauvrissement permanent tel que on a pu le voir déployer. Donc ce souci qui peut se mettre, on va dire, de façon assez large sous l'agroécologie, va trouver également son déploiement dans un ouvrage qu'on va publier au mois de juin de cette année, qui est le livre de l'agroforesterie. Et là aussi, on est dans ces ouvrages de référence qui font vraiment un 360 degrés des savoirs sur ces techniques agricoles. On sait que l'arbre est naturellement un accompagnant, un élément absolument nécessaire dans le déploiement de la biodiversité. Et Emmanuel Torquebio déploie cette connaissance, il en fait vraiment un tour complet et on a hâte de voir ce livre sur les étagères parce que vraiment il s'inscrit dans cette continuité de nouvelles techniques d'agriculture et de production des fruits et des légumes. Et donc dans la lignée des ouvrages sur la connaissance du monde végétal, le dernier né est L'éloge des lianes, qui est un livre qui nous a été chaudement recommandé par Francis Allais et écrit par Annick Schnitzler-Lenoble et Claire Arnold. Et en fait, dans cet ouvrage, d'une part, elles vont brosser un paysage complet de ce qu'on connaît sur la liane aujourd'hui, qui est un végétal très particulier. C'est par exemple un des rares végétaux qui est capable de justement se déployer sur des sites pollués. Donc on va le retrouver effectivement dans des espaces absolument incroyables. Elles sont d'une diversité folle. La vigne, le kiwi est une liane et l'inventaire serait... j'en serais bien incapable de le faire, bien entendu, mais en revanche, l'ouvrage vient justement compléter ce savoir. Mais là aussi, c'est donner une vision complète de ce sujet parce que finalement, une fois qu'on est allé de A à Z sur cette thématique, on peut voir justement toutes les formes d'utilisation, cette connaissance de ce segment, on va dire, du monde végétal. Et de plus, on a voulu travailler sur cette collection sur une nouvelle esthétique également du livre de connaissances, sur cette connaissance, on va dire, scientifique et physiologique du monde végétal. Et donc, avec ce travail justement en bicro et on va dire un aspect graphique qui vient rompre un petit peu avec l'ouvrage scientifique classique, mais qui rajoute justement une petite touche de beau livre à ce savoir. Et là aussi, ce souci d'accessibilité est toujours permanent. Donc, suivront après les lianes, arriveront les champignons. Puis les tourbières. Merci. Puis les tourbières. Merci beaucoup Anne-Sylvie Bameul, merci beaucoup Stéphane Durand. Et on poursuit avec Julie Giraud. Bonjour Julie Giraud, vous êtes éditrice du catalogue illustré du Rouergue. Pourriez-vous dans un premier temps nous présenter un petit peu la maison qui est arrivée chez Actes Sud en 2005? Oui, absolument. C'est une maison qui a été fondée en 1986 par Daniel Dastug, entre autres, et qui a immédiatement, dès le début, fait le choix de publier des livres illustrés, et qui a très vite développé un catalogue illustré, tourné vers la nature et le jardin, assez solide. Et on était à ce moment-là dans les années 90-2000, donc c'était vraiment pas l'engouement qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait évidemment moins de livres, il y avait aussi beaucoup moins de plages chez les libraires, c'était moins présent dans les médias. Enfin voilà, c'était un vrai engagement à ce moment-là de publier des livres sur ces thèmes-là. Et c'est vrai que du coup, cet engagement-là a amené les éditrices de l'époque à rencontrer, à porter, à publier des auteurs qui étaient eux-mêmes assez pionniers et qui sont d'ailleurs
d'ailleurs des auteurs qu'on continue à publier pour la plupart et qui ont publié des livres qui restent encore très actifs aujourd'hui. Je pense par exemple à Jean-Marie Lespinasse, qui est un immense spécialiste de l'arbre reconnu, qui a publié chez nous des livres qui restent des références et qui a publié notamment un livre, alors c'était pas pour ses connaissances dans le domaine de l'arbre, mais plutôt dans le domaine du jardin, parce que c'est aussi un jardinier incroyable qui continue aujourd'hui à tester des tas de choses. Et il a publié chez nous un livre qui s'appelle Le Jardin naturel et qui continue aujourd'hui à tourner, dont on ne compte plus les réimpressions. Et c'est un livre qui est sorti à une époque où c'était extrêmement nouveau, l'idée de cultiver un potager sans intrants chimiques et sans intrants tout court, parce qu'en fait l'idée c'est de faire avec ce qu'on a sur place, c'était extrêmement nouveau. Donc voilà, il y a par exemple Jean-Marie Lespinasse, mais il y a aussi Evelyne Leterme, qui est une autrice incroyable, qui est une personne qui a fondé un conservatoire naturel, qui a œuvré pendant des années pour la sauvegarde de dizaines d'espèces, de la biodiversité en général, et qui a publié aussi des livres assez marquants chez nous, comme De la taille à la conduite, par exemple, des arbres fruitiers, qui est un livre qui, encore aujourd'hui, comme ceux de Jean-Marie d'ailleurs, font référence, qu'on continue à réimprimer régulièrement, et qui font partie d'un fonds, en fait, très solide, qui tourne vraiment beaucoup encore au Rouergue aujourd'hui. Donc effectivement, c'était un engagement très fort du Rouergue dès le départ, qui se confirme aujourd'hui et qui donne une place assez particulière sur le marché aux éditions du Rouergue. Il y a une forte dimension pratique aux éditions du Rouergue qui cible un public assez large qui se découpe en deux temps, des très avertis et un grand public. Oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a vraiment deux grandes familles dans le catalogue du Rouergue. Il y a des livres qui sont destinés à des lecteurs avertis, des gens qui ont déjà des connaissances, qui ont vraiment envie de creuser un sujet. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'Evelyne Leterme et de Jean-Marie Lespinasse, mais je pourrais aussi vous parler du livre qui s'appelle Du pommier au cidre, qui est vraiment un manuel de la cidrerie, donc destiné à des gens qui s'y connaissent déjà vraiment et qui ont envie de se perfectionner ou d'améliorer leur pratique. Il y a aussi le dernier qu'on a sorti dans cette veine-là, c'est un livre qui est sorti en 2021, qui s'appelle Le manuel de la lithofère, qui est un livre qu'on a coproduit avec Terre et Humanisme, qui met en avant une méthode agroécologique, je ne vais pas développer ici parce que ce serait très long, mais une méthode agroécologique qui est en fait une alternative très pertinente aux intrants chimiques, qui est assez peu développée en France encore. Terre et Humanisme le teste depuis de nombreuses années, mais c'est un sujet qui va forcément prendre de l'ampleur dans les années qui viennent, parce que c'est une solution économique, écologique, enfin il y a tas d'avantages. Donc voilà un sujet sur lequel le Rouergue tient sa place de pionnier et d'avant-garde. Voilà. Et des livres comme ça, il y en a des dizaines. Il y a aussi un livre d'Yves Darricot qui est formidable, qui s'appelle La vigne et ses plantes de compagne, où il est question de complantage, de compagnonnage végétal. C'est des sujets qui peuvent paraître extrêmement pointus comme ça, de niche, mais en fait c'est des enjeux énormes. C'est un livre qui se destine aux viticulteurs qui souffrent énormément, enfin, voilà, qui subissent de plein fouet le changement climatique, qui ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. Et ce livre-là propose des solutions à notamment cette profession-là qui a besoin de repenser ses pratiques et de repenser la manière de conduire la vigne. Voilà, donc des livres effectivement assez savants, écrits par des gens pointus, qui trouvent assez rapidement leur public et qu'on réimprime très régulièrement. Et puis il y a en effet une deuxième famille dans ce catalogue, qui est une famille de livres qui sont des livres plus grand public, plutôt destinés à des débutants. Donc on touche un public a priori plus large. Et là, dans ce domaine-là, il y a plusieurs possibilités. Enfin voilà, il y a plusieurs sortes de livres. Il y a aussi des livres qui vont développer plutôt des pratiques particulières. Par exemple, la permaculture pour tous, c'est un livre qu'on réimprime aussi énormément, qui est un vrai succès chez nous et qui met en avant à la fois la théorie et puis comment mettre en œuvre la permaculture chez soi si on en a le souhait. Donc c'est un livre qui s'adresse à des débutants et qui est en même temps assez complet. Et des livres comme ça, avec ce type de connaissances à la fois théoriques et pratiques qui s'adressent à des débutants, voilà, c'est ce catalogue-là aussi qu'on va développer au Rouergue. Donc il y a la permaculture, il y a aussi Construire son sol, qui est un livre génial, qui est un livre assez décalé en fait, malgré le côté un peu attendu du sujet. C'est un livre où l'auteur explique comment construire son sol comme une maison. Donc on construit les murs, les fondations, le système d'aération, le garde-manger, etc. C'est un livre
assez drôle malgré tout. C'est étonnant, mais je vous assure, moi je l'ai lu plusieurs fois et j'ai vraiment ri. Et du coup, avec ce ton un peu décalé, avec cette manière très imagée de présenter les choses, on retient des infos hyper pointues sans en avoir l'air. Parce que voilà, elle arrive à faire passer des messages à travers une langue, des anecdotes qu'on retient très simplement. Voilà un autre livre qu'on a publié récemment et qui fonctionne bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés de printemps 2022 ? Oui, bien sûr, je peux vous parler des nouveautés. Alors, le premier livre dont je pourrais vous parler, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je peux le montrer, mais voilà, 50 manières de cohabiter avec les hérissons et autres visiteurs des jardins, qui est un livre qui est sorti en mars de Simon Ackroyd. Alors Simon Ackroyd, c'est un jardinier émérite, un grand jardinier qui a fréquenté les grands jardins anglais et qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement capé dans son domaine. Mais dans ce livre-là, il se met à la portée de tous, des jardiniers débutants qui ont du mal à cohabiter avec les autres habitants du jardin. Donc voilà, il propose 50 méthodes, comme l'indique le titre, où il va à la fois traiter des problèmes qui sont liés aux taupes, par exemple, ou aux escargots, ou aux différents insectes, ou aux écureuils, ou aux hérissons. Voilà, et à chaque fois, c'est évidemment des solutions écologiques, faciles à mettre en œuvre, réalistes, qui permettent à ceux qui le souhaitent de sauver leur récolte. C'est pas toujours évident de cohabiter dans un jardin. Voilà. Une autre nouveauté dont je pourrais vous parler, c'est celui-ci, c'est Cultiver vos déchets, faites repousser vos fruits et légumes, qui est un livre d'Aurélie Murtin. Alors Aurélie Murtin, c'est une jardinière qui vit à Toulouse. C'est quelqu'un qui a un immense potager qui lui permet de se nourrir toute l'année et qui a décidé dans ce livre de nous amener à la culture par la méthode de la repousse. Donc pour faire court, la méthode de la repousse, c'est on a un reste de salade, on le met dans l'eau et quelques jours plus tard, il y aura une nouvelle salade qui va pousser. Ça, on peut le faire avec des carottes, des betteraves, des choux-raves, enfin bref, il y a des tas de choses à faire. Et en fait, elle nous amène par ce biais-là à la culture, mais elle va bien plus loin. Elle nous propose de faire pousser des arbres fruitiers, des plantes aussi d'ornement. Elle nous propose même, pourquoi pas, de faire nos propres semences, si on a envie, en récoltant les pépins de tomates, par exemple. Enfin, voilà. Donc c'est un livre qui est très accessible, où on peut vraiment se contenter de faire repousser quelques salades, quelques carottes, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a des vraies compétences, notamment dans le domaine de la permaculture, et qui, l'air de rien, nous donne envie aussi d'aller plus loin et de pourquoi pas, bah oui, cultiver ses propres, récupérer ses propres semences, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un livre qui va sortir le 20 avril. Et en même temps, au même moment, va sortir cet autre livre qui est un peu son jumeau, graphiquement en tout cas, qui s'appelle Un jardin sans plastique, qui est un livre, pour le coup, où l'objectif, c'est vraiment de tendre vers le zéro déchet, mais au jardin. Donc on sait que le plastique a envahi largement nos vies depuis la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, et qu'on le chasse partout, beaucoup dans la cuisine, mais assez peu dans le jardin. En fait, il est hyper présent, donc il y a des choses évidentes comme les godets de semis, etc., mais il y a des choses beaucoup plus cachées. Et en fait, avec l'autrice, on va parcourir le jardin, et puis les différents temps du jardin aussi, pour essayer de traquer ce plastique. Pour le débusquer, elle va nous apprendre à lire les étiquettes, à décoder les labels, enfin voilà, vraiment à être plus raisonnable dans sa manière d'être au jardin et de cultiver. Et il y a aussi beaucoup de questions de récup, de troc, de dons, d'upcycling, enfin voilà, aussi des choses qui sont évidemment pertinentes dans le jardin, mais pas seulement. Voilà, c'est aussi un mode de vie qui est défendu par cet auteur. Ouais, c'est très politique aussi, c'est très un peu actuel. politique, effectivement. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Et nous allons poursuivre avec la jeunesse en regardant un petit film sur la nature dans les collections jeunesse de la diffusion Actes Sud.
Et maintenant, l'éditrice Isabelle Péourtic va nous présenter sa nouveauté de Actes Sud Junior. Bonjour, je suis Isabelle Péourtic des éditions Actes Sud Junior et je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Petit Guide du recyclage. C'est un livre qui a été écrit par Guillemette Resplenditaille et qui a été illustré par Museau. Alors le projet de ce livre, c'est de s'intéresser aux déchets, à ce qu'on va en faire une fois qu'ils deviennent des déchets. Et pour cela, il faut d'abord savoir d'où viennent ces déchets, quelle a été leur première vie avant de devenir à l'état de déchets. Donc elle s'est intéressée à 8 matériaux, 8 sortes de déchets, donc les déchets alimentaires, le bois, le papier, le textile, le métal, le verre, les plastiques et enfin les médicaments. Et pour chaque sorte de matériaux, elle dresse déjà un état des lieux. D'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le bois? Quand on parle de bois, est-ce qu'on parle de bois massif ou est-ce qu'on parle de bois qui est aggloméré ou qui est un bois de synthèse? Est-ce qu'on parle dans les plastiques, il y a aussi beaucoup de sortes de plastiques. Dans les aliments, on parle d'aliments, il y a des aliments, il y a des légumes, il y a des aliments carnés, il y a des aliments transformés. Voilà, donc tous ces aliments n'ont pas le même effet, le même usage et n'ont pas le même résultat en termes de déchets. Donc ça, c'est la première question. D'où ça vient? Par exemple, le bois, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de forêt primaire ou est-ce que ça vient de forêt plantée? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec du bois? Est-ce qu'on fait, on fait des meubles, on fait du papier? Il y a diverses utilisations qui enfin donnent un résultat de déchets différents. Et donc par rapport à tous ces déchets, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'on s'en est servi et qu'il reste des morceaux de bois ou des aliments. Voilà, donc pour chaque catégorie d'aliments, elle propose des solutions qui sont soit des solutions de recyclage, et qui sont les solutions qui sont proposées en France notamment, soit des solutions de destruction, par exemple, ou de transformation, comme certains aliments qui peuvent se transformer dans le compost. Voilà, donc c'est un guide assez complet, assez intéressant à lire, très, très passionnant justement parce que ça interroge aussi notre consommation et tout ce qui fait qu'en ce moment on doit faire attention à nos ressources. Et c'est un guide qui a été illustré par Museau. Donc Museau, c'est un illustrateur qui joue beaucoup avec l'humour et qui s'est aussi beaucoup amusé par rapport au décalage de certaines situations. Donc c'est un livre assez passionnant à lire, justement par rapport à tous ces questionnements qui nous agitent en ce moment. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un travail particulier sur la maquette. On a essayé de mettre des petits pictogrammes qui renvoient à chaque matériau. On a essayé de mettre des couleurs qui correspondent aussi à chaque matériau. Et enfin, des encadrés qui font le focus sur des points qu'il faut retenir plus particulièrement et qui permettront une meilleure intégration, une meilleure mémorisation de ce qui est raconté. Voilà, donc le petit guide du recyclage, donc c'est chez Actes Sud Junior et ce sera au mois de mai. Merci Isabelle. Et maintenant, toujours en jeunesse, la collection Hélium, dirigée par Sophie Giraud, qui va nous présenter quelques-uns de ses nouveaux titres. Bonjour, je suis Sophie Giraud, je suis l'éditrice d'Hélium et je vais vous parler d'une collection qu'on va publier à l'occasion des podcasts de France Inter, Les Bestioles. Alors ces podcasts, vous les avez peut-être déjà entendus, ils sont interprétés par Denis Chessou et ils ont une présentation très sympathique et drôle des animaux, puisque les animaux sont les héros de chaque podcast et s'adressent à l'humain dans une espèce de dialogue très, très amusant, très vivant, au travers duquel il y a aussi des informations qui sont données d'ordre naturaliste, validées par le Musée d'Histoire Naturelle, qui est également partenaire des podcasts et de la collection. Alors, cette collection, c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de faire des collections. On fait plutôt des livres uniques en général, comme vous le savez. Mais on avait envie, pour cette fois, de suivre ce parcours avec ces podcasts parce qu'il y avait vraiment un pas de côté qui était fait pour présenter les animaux de la façon la plus vivante possible. Et peut-être que vous le savez, mais chez Hélium, on avait déjà essayé de faire souvent des livres sur la nature, sur l'environnement,
qui étaient à chaque fois des tentatives, non pas de documentaire, mais de sensibilisation aux animaux. C'est le cas pour le très beau livre Pop-Up dans la forêt du paresseux. C'est le cas plus récemment dans Je suis un oiseau de la ville, qu'on a publié l'année du confinement. Et puis le très beau Jouer dehors de Laurent Moreau. Pour cette collection, on a travaillé sur le même format que les livres Taupes et Mulots, que vous connaissez aussi peut-être. Et le premier titre de la collection paraîtra, c'est Le Pouls. Vous savez que le pouls, c'est un problème qui intéresse beaucoup les enfants, qui en subissent beaucoup les conséquences. Et puis, l'autre titre qui paraîtra en même temps, c'est La Marmotte. Nous avons demandé à Julie Colombet de travailler sur ces univers. Ces livres, pour retransmettre ces dialogues très vivants, sont des petites BD qu'elle a bien voulu dessiner. Et en fait, Julie Colombet, elle a cette force de pouvoir à la fois dessiner des choses très cartoon, très amusants, très relevés, en bande dessinée. Ces personnages animaux sont hilarants et en même temps, elle est aussi capable, à d'autres moments, comme dans le podcast C'est fait, de représenter l'animal de la façon la plus précise, la plus documentaire, la plus naturaliste possible. Donc on aura une fois encore cette présentation amusante de l'animal qui se termine par une planche et une fiche signalétique et aussi bien sûr si c'est nécessaire d'avertir les enfants le degré de vulnérabilité de chaque animal. Voilà, donc voilà une nouvelle façon d'aborder les animaux et on espère que ça trouvera un joli public. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Merci Sophie. Et pour finir, Camille Gauthier, des éditions Thierry Magnier, va nous présenter le grand livre de Ma petite planète. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule Le grand livre de ma petite planète. Il a été écrit par Raphaël Bott et illustré par Elisa Géin. C'est un livre qui a pour point de départ une phrase bien connue de Jacques Cousteau qui disait « On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît ». Alors comme le vrai défi des prochaines années, voire décennies, ça va être de protéger notre planète. Avec les autrices de ce livre, on a eu envie de faire découvrir aux enfants le vivant, sa beauté et l'émerveillement qu'on peut ressentir face à la nature, un vrai choc esthétique dans certains cas, et aussi de leur faire toucher du doigt les différentes problématiques environnementales et leur donner envie d'agir concrètement évidemment. Raphaël Bott et Elisa Géin ont donc imaginé ce grand livre pratique qui nous guide à travers un petit peu la jungle de l'écologie avec une grande variété de contenus et surtout avec humour. Alors on pourrait se dire encore un livre sur l'écologie, on pourrait même se dire un livre de plus sur l'écologie. Oui, mais quand même pas tout à fait parce que outre le fait que le livre alterne des informations documentaires et des activités pratiques de façon très entremêlée et très originale, il propose surtout une approche, à mon sens, inédite, qui est celle de présenter notre planète sous l'angle des 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Ces 4 éléments qui sont peu ou prou à l'origine de tout sur Terre et qui nous permettent de nous connecter de façon évidente à nos sensations. L'eau de la rivière ou de la mer qui nous éclabousse, le vent qui emmène nos cheveux, la boue dans laquelle les enfants aiment patouiller, le feu qui nous fascine et qu'on aime regarder dans l'âtre de la cheminée. Et donc on part de ces sensations, le livre part de ces sensations pour ensuite avancer dans le champ des connaissances. Et c'est vraiment ce trajet qu'on a voulu mettre en avant, partir du quotidien, du concret, de ce qu'on peut tous ressentir, pour aller ensuite vers des explications plus documentaires et nous donner envie d'agir concrètement pour protéger cette nature. Dans chacune de ces grandes parties, on va retrouver plusieurs rubriques, des doubles pages intitulées « Comprendre », qui sont vraiment des doubles pages documentaires pour appréhender les mécanismes environnementaux à l'œuvre, la pollution des sols, les dérèglements climatiques, le rôle des énergies. Il y aura également des doubles pages agir à la suite de ces doubles pages comprendre, dans l'idée d'aller vraiment toujours d'un mécanisme de savoir vers l'action. Donc dans ces doubles pages agir, l'idée c'est de donner des pistes d'action concrètes, comment choisir ses aliments quand on fait ses courses, trier ses déchets, organiser une journée recyclerie. Il y aura également des doubles pages expérimentées, pour pouvoir justement expérimenter chez soi les phénomènes scientifiques qui sont à l'œuvre dans les mécanismes environnementaux. Donc faire tomber la pluie, comprendre le fonctionnement de l'effet de serre, fabriquer un labo des bruits. Et puis des doubles pages jouées pour s'amuser et faire des do-it-yourself. Faire de la teinture solaire, du land art, fabriquer sa propre station météo par exemple. On aura aussi des écosystèmes qui seront passés à la loupe, la rivière, la forêt, la prairie, et des animaux emblématiques qui seront mis en avant.
le ver de terre, la mésange charbonnière, la chauve-souris. Enfin voilà, vraiment plein de choses très différentes avec des formes très différentes qui seront réunies sur 96 pages pour montrer les différents visages de l'écologie et les différentes façons aussi qu'on a de s'engager évidemment. L'idée de ce livre, c'est vraiment l'idée de donner envie aux enfants d'agir, de leur donner les moyens d'agir et de leur mettre à disposition des clés de compréhension avec des idées d'action concrètes qui sont à leur hauteur surtout. Parce qu'on peut parler d'écologie de façon précise mais joyeuse, sans discours moralisateur ni simplificateur, mais avec des nuances, et en même temps ne pas sombrer dans l'éco-anxiété qui va être vraiment un sujet dans les années à venir également. Voilà, j'espère que ce livre vous donnera envie, et je vous donne rendez-vous en librairie à la rentrée. Merci Camille, et merci à tous les éditeurs d'Actes Sud de nous avoir accueillis dans leur maison, et en particulier dans ce bel espace qu'est l'ancien bureau de Hubert Nissen.